Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Moser. Je suis chaire d'excellence en recherche du Canada en médecine génomique à McGill et je suis directeur de la biobanque québécoise de la COVID-19. Je dois vous dire que je suis tout à fait heureux. Je suis un modérateur heureux si j'avais le luxe d'avoir les meilleurs experts en épidémiologie génomique et les meilleurs experts en déontologie et les questions juridiques. J'aurais choisi les docteurs Rory Collins et le docteur Bartha Knoppers. Ils sont tous les deux là aujourd'hui. C'est mon grand plaisir de présider cette séance, d'animer cette séance et je voulais remercier de nous avoir joints à vous. Une présentation de Rory Collins. Rory Collins est un épidémiologiste. Il étudie comment empêcher les maladies cardiovasculaires. C'est le professeur de la British Heart Foundation en médecine et en épidémiologie. C'est le chef du département Newfield de la santé des populations à l'université Oxford. Et ce qui est le plus important pour nos fins, il est le chercheur principal pour la UK Biobank. Dans l'histoire, on regarde vers l'arrière, il y a un avant et après la UK Biobank dans les sciences biomédicales. Et je pense que la vision et la générosité des peuples britanniques est remarquable. J'ai assisté hier au 20e anniversaire, c'était un événement super. Alors Rory, grand merci d'être là parmi vous et je vous cède la parole. Merci bien Vincent et également merci à Marthe Littrop de m'avoir invité de me joindre à vous lors de cette réunion. C'est malheureux que ce soit virtuel. On espère qu'on pourra être nouveau en présentiel et vite. Je suis un épidémiologiste et j'ai fait des essais cliniques comme plusieurs d'entre nous au cours des derniers 18 mois. Nous avons dû nous transformer, nous muter en chercheurs en maladies infectieuses d'une façon ou l'autre. Ce que je voulais vous parler des façons que l'existence de la UK Biobank et des ressources qui ont été consacrées, surtout de par le comité de la recherche médicale et la Wellcome Trust qui l'a établi, ont fourni l'occasion de soutenir beaucoup de recherches, notamment à très court terme des recherches euh, en matière de COVID-19. Alors, je veux établir le contexte pour vous présenter ce qu'on avait quand on a été frappé par la pandémie. En 2006 à 2010, on a recruté un demi-million de personnes à travers le Royaume-Uni dans 22 centres. C'est un recrutement de 50 000 dans chacun des centres que nous avons établis dans différents emplacements à travers le Royaume-Uni afin d'améliorer l'hétérogénéité de la cohorte au niveau de là où ils habitent, rural, urbain, leur statut et leur ethnicité, entre autres. Alors, l'évaluation fondamentale, quand ils se sont passés 2 ou 3 heures, ils ont répondu plusieurs questions au niveau de facteurs liés au mode de vie, à l'environnement, l'antécédents médico-personnels et familiaux, des fonctions cognitives et tests auditifs ont été faits, des mesures physiques et des échantillons biologiques, sang, urine, salive ont été collectionnés, traités et entreposés. Alors, on a obtenu le consentement de tous les participants d'accéder à tous leurs dossiers médicaux et autres dossiers relatifs à la santé, par exemple de profession, leur éducation, et les recontacter pour davantage d'évaluation afin que les données soient disponibles pour toute recherche en matière de santé par les chercheurs universitaires et industriels partout dans le monde. Alors, les raisons pour lesquelles le comité de recherche a établi une cohorte d'une telle sorte sont extrêmement importants de pouvoir considérer la pertinence de plusieurs différents genres de facteurs à risque, pas uniquement des facteurs génétiques qui ne changent pas, qui ne sont pas changés par le développement de la maladie, questions environnementales, de mode de vie, afin de pouvoir considérer des gènes et des modes de vie et leurs interactions, on doit les évaluer avant que la maladie a eu un effet néfaste et qui change les facteurs pour éviter la causalité inverse. Mais quand même,
L'enjeu, l'enjeu, c'est que la plupart des gens dans une cohorte prospective ne vont pas développer une maladie quelconque. Alors, afin d'avoir un suffisamment grand nombre de membres pour les membres, on doit établir un nombre plus élevé de gens et les suivre à long terme. Mais en le développement comme ressource, il y a plusieurs chercheurs à travers le monde qui peuvent utiliser. Tous les participants vont contribuer en quelque sorte à l'étude d'une maladie ou l'autre. Alors, c'est vraiment rentable à long terme. Mais ça prend du temps avant que ça mûrisse et c'est vraiment dans les derniers 5 ans que c'est devenu un modèle mûr. Voilà, c'est une illustration de comment ces études-là fonctionnent. Il s'agit de véritables données. Aux années 90, on a rassemblé des données d'un grand nombre d'études observationnelles sur environ 1 million de personnes qui ont été suivies pendant 10 ans. On regarde les 4 facteurs de risque pour la pression sanguine et les décès dus aux maladies coronaro-artères. Alors, on a pris une sélection aléatoire de ces personnes-là pour illustrer l'associé entre la pression sanguine et la maladie. C'est illustré ici avec les estimés en pointillés et les intervalles de confiance au niveau des estimés de points. On voit que c'est flou, que le risque augmente avec la haute pression sanguine, mais on ne peut pas distinguer entre les risques à différents âges ou la forme de la relation. Si on fait une sélection aléatoire de 50 000 de ces millions d'individus, l'intervalle de confiance se rapetisse. C'est un peu comme focaliser un microscope. Ça commence à être plus clair. Est-ce qu'il y a une courbe en J ou plus faible pression sanguine chez les individus plus jeunes associés à un risque plus élevé? Est-ce que c'est plat tous les durées ou plus haut pression sanguine et n'est pas associé à un plus fort niveau de risque? Il y avait beaucoup d'études qui pensaient que, bon, c'est peut-être pas utile de diminuer la pression sanguine chez les personnes élevées, aînées. Mais quand on ciblait, focalisait davantage avec 500 000 personnes, on voit des associations. L'axe des X, on a l'habitude de voir des courbes exponentielles. Au cours des derniers 18 mois, on voit des lignes droites, des associations en ligne droite où les mêmes différences proportionnelles au niveau de pression sanguine mènent à une différence proportionnelle de risque à tous les âges parce que la pente est moins à pic quand les gens sont plus âgés, mais les risques absolus sont plus élevés. Alors, les interactions, c'est dans l'autre sens. Et encore, c'est plus élevé, puis on est vieux. Alors, c'est une maladie commune. La mortalité due au facteur coronaire, et c'est un fort facteur de risque. Il faut encore un demi-million de personnes afin de comprendre les associations. Alors, avec le biobank du Royaume-Uni, on a collectionné 50 000 de sang, urine et de salive. Et en fait, il n'y a rien jusqu'à date qui a été fait avec la salive. Les tubes de salive qui ont été connectionnés sur les dernières 200 000 personnes pour l'ARN ou les tubes qui ont été connectionnés dans l'attente qu'on aura peut-être besoin d'immortaliser des cellules afin d'obtenir suffisamment de DNA, ADN. La technologie a fait de développer. Et maintenant, avec la technologie, on a autant d'ADN qu'on veut. Si vous avez de bonnes idées pour ces échantillons-là, faites-nous le savoir. Alors, quand on a connectionné les échantillons, on a fait de l'hématologie sur tous les demi-millions. Et à la suite de l'achèvement du recrutement, des analyses biochimiques ont été faites dans l'ensemble de la cohorte de façon aléatoire, dans l'ordre aléatoire des participants, afin d'éviter des transitions systématiques au fil du temps. Des facteurs à risque connus pour la maladie, par exemple, la maladie cardiovasculaire, le cancer, les articulations et le foie. Et ça a été intégré et le rénal, c'était intégré dans la base de données. Les
test un biomarqueur en cours, la donnée RMN métabolomique qui a été publiée sur 100 000 personnes est financée par un consortium industriel. 50 000 individus sélectionnés pour que le O-Link soit appliqué. Et on espère que si on connaît du succès avec cela, qu'on va identifier du financement pour faire toute la cohorte. Des questionnaires sur le web ont été menés suite à l'évaluation, à la visite fondamentale, des renseignements plus détaillés sur les professions des gens, notamment. Également, des questionnaires web ont également été utilisés pour évaluer les résultats en matière de santé. Il y a des évaluations à répétition au niveau de la sélection aléatoire des individus pour corriger pour le biais désolé, l'interprétation que ça, le suivi des activités, on a fait sur 100 000 personnes. On a pu transférer ces suivis d'activités, des mesures d'activité qui peuvent être employées par les chercheurs. Et nous sommes maintenant dans les évaluations génétiques. Des demi-millions, on en a fait le génotype. Ce qu'on anticipait, c'est des cas de des maladies particulières avec des contrôles et faire des essais. Mais on s'est rendu compte assez vite que si nous faisions ainsi, la valeur serait beaucoup moins forte. Comme des ensembles de cas contrôlés, ils ont essayé à différents temps. Ça ne serait pas comparable. Donc, au lieu de cela, on a tenté de faire des essais entiers de cohortes entiers, en particulier des échantillons. Donc, c'est la responsabilité de la communauté de recherche en disant nous aimerions faire des essais. En faisant ainsi, pense à la valeur. Qu'est-ce que ça va avoir comme valeur en entier pour les chercheurs? Ça sera validé, que ça va céder des mesures de valeur à beaucoup de différents types de recherche. Ça utilise des méthodes de qualité pour les essais. Et ça prend un subset qu'on pourrait prendre en compte des changements dans la méthodologie de l'essai. L'avantage de cela, c'est que des contrôles ACA sans contrôle vont compléter l'échantillon et ne seront pas très utiles à des fins de recherche tout à travers d'une cohorte. Par contraste, c'est rentable. On peut avoir des réductions importantes sur les coûts, minimiser la déplétion et améliorer la qualité de contrôle. Des supports utilisent, pas comme les échantillons, on peut les partager. Mais ça coûte cher de faire les choses sur un demi-million de personnes. Ça coûte cher et donc trouver l'investissement afin de se faire n'est pas typiquement facile et évident. La première opportunité qui s'est présentée, c'est le financement de la part du gouvernement du Royaume-Uni avec un demi-million de participants, avec le design par un groupe d'études d'experts avec Peter Donnelly pour les 150 000 premiers en 2015 et tous les demi-millions en 2017. Je crois que ça a été l'une des choses qui a vraiment donné un coup de force au début. Le biobank est devenu beaucoup plus de chercheurs utilisent les données et la transition de son utilisation uniquement dans le Royaume-Uni, mais un usage, une utilisation internationale. Je crois que l'un des résultats les plus frappants qui a été réalisé par un étudiant doctorat,
C'était disponible pas uniquement aux chercheurs établis, c'est l'identification du concept de polygenic risk scores. Quand vous allez savoir, les polygenic risk scores, par exemple, des femmes avec de cancer de sein ou cancer du prostate, ou avec le type de diabète ou de maladie cardio-artérielle, entre BRCA1, BRCA2, et certains vont avoir la cholestéromie. Utiliser ces scores pour bénéficier d'un dépistage précoce du cancer du sein, du prostate, colorectal. Cet intérêt dans le biobank a donné pour que Biobank donne des opportunités afin de faire des recherches qui aideraient à l'identification des cibles thérapeutiques particulières et par Progeneron et DHK et d'autres, GSK et d'autres, il y avait des séquençages qui ont été réalisés. Et 200 000 de ces données ont été publiées en fin 2020 et tous les 450 000 que nous avons réalisés jusqu'à date ont été libérés ou publiés le mois dernier. Ce qui reste des participants, leur ADN et leur séquençage au début de l'année prochaine. Un rapport qui a été publié dans Science récemment par Regeneron et d'autres cohortes identifie un cible potentiel pour le GPR 75D, un cible afin de réduire le poids corporel. Et hier, à base d'un séquençage qui a été réalisé pendant l'année en cours, à peu près 200 000 séquençages ont été publiés aux chercheurs partout dans le monde qui voulaient accéder à cela, avec les 300 000 restants dans tout le cohorte qui sera disponible à partir du début 2023. Ça, c'est le progrès de le séquençage depuis 2019. C'était notre cible, objectif, que malgré l'impact de la pandémie, le séquençage en Islande et les scientifiques à Cambridge ont réussi à garder sur la route avec leur objectif et livrer leur projet de séquençage sur une durée de temps assez courte, à peu près 2 ans. De plus, l'investissement de la part de cette industrie et gouvernement et le Wellcome Trust, des investissements additionnels de l'industrie va vers faire plus accessibles ces données à travers l'application des systèmes de TI. Et puis, les autres choses qu'on fait, l'imagerie de 100 000 participants. Donc, nous avions complété l'imagerie de 50 000 de ces participants avant que la pandémie a frappé. Le cœur, le cerveau, le corps, le Dexol, DXA, et à répéter l'évaluation de départ. Les gens ont travaillé sur ces données d'imagerie et de le faire dans des phénotypes basés à base d'images à la communauté de chercheurs. Il y a à peu près plus de 3000 métriques d'images de cerveau disponibles. Nous sommes en train de répéter, avoir un accord pour répéter jusqu'à 60 000 des participants afin de répéter l'imagerie sur ces personnes pour voir les changements au cours du temps, au fil du temps. Nous suivons avec régularité pour avoir des archives, donc les morts pour les cancers,
pour les hospitalisations et pour les soins primaires. Jusqu'à la pandémie, on luttait pour avoir un accès qui est sur la les données les plus riches sur les résultats de santé, parce que ça dispose de toutes les informations, les références et les ordonnances qui vont jusqu'aux les années 80 sur ces individus-là. Le problème, c'est que chaque praticien, médecin de famille, contrôle les données. Et obtenir l'accès a posé des problèmes dû à cette approche non centrale. Voilà les numéros de cas qu'on a vus, des maladies. Vous voyez, au lieu des prochaines 5 années, les chiffres, les numéros de maladies du vieillissement, comme le Parkinson's, l'Alzheimer, sont prêts à augmenter de façon significative. Aussi, nous avons démontré la valeur des données du médecin de famille quand on parle de l'infarctus myocardial, une proportion plus petite, mais des choses comme le diabète ou la maladie obstructive des poumons chroniques indiquent un déclin dans le fonctionnement. Nous savons que ça, c'est d'une très grande valeur. Les principes d'accès à données de banque biobank de Royaume-Uni sans un accès préféré ou le coût de l'améliorer comme avec les essais. Et tout ce qui est nécessaire, c'est que les gens rentrent leurs résultats dans le domaine public. Nous avons vu une grande montée dans l'inscription des recherches et dans les applications. Et quand vous voyez les zones principales, la transition de 2014 jusqu'à 2021 avec le phénotype, c'est de plus en plus une utilisation de plus en plus internationale. Et notre espoir, c'est qu'aux prochaines 5 années, c'est d'augmenter son utilisation au-delà de l'Europe et l'Amérique du Nord pour entrer dans d'autres zones en faisant les données plus accessibles avec l'autre plateforme qu'on vient de lancer. Donc, en arrivant au COVID-19, avoir ce data biobank Royaume-Uni en place, cela a rendu possible d'obtenir des fréquents et rapides mises à jour de façon chaque semaine des tests PCR qui sont réalisés par le service de santé. Nous avons pu obtenir les données sur les morts et les hospitalisations. Et sous des pouvoirs d'urgence exceptionnels, on a pu obtenir des données de soins primaires au niveau régulier sur tous les participants. Et ensuite, on a pu rendre disponibles ces données rapidement avec tous les chercheurs approuvés qui avaient confirmé uniquement à des fins de recherche sur le COVID-19. Notre espoir maintenant, c'est que la traduction de cette valeur du données va avoir l'accord pour utiliser ces données sur toutes les recherches. On devait fermer les centres d'imagerie quand la pandémie a frappé. Mais après, on s'est considéré qu'on avait une opportunité unique. Nous avions 50 000 personnes qui avaient été fait des imageries avant, sur qui on avait fait des imageries avant. Pour retourner à ces individus-là, en utilisant des tests anticorps, identifier qui avait été infecté et qui ne l'avait pas été. Et ensuite, nous avons fait des images sur 1000 des personnes qui ont été entièrement fait des images et sur les contrôles et les contrôles. Nous avons des données donc de pré-infection sur 1000 individus qui ensuite ont été infectés. Et ensuite, les données post-infection par rapport avec les contrôles, ce qui est une base de données assez unique. Mais en regardant l'infection au changement par rapport uniquement sur post-infection. Ça a été aussi disponible aux chercheurs à leur fin d'utilisation de l'infection sur les mesures. Je vous montre un exemple.
un papier par Steve Smith, Miller et somebody else, à peu près les 400 premiers participants infectés sur l'imagerie du cerveau. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que l'infection était une perte dans ces zones du cerveau en relation avec l'olfaction et les systèmes de saveur. Donc, le saveur et l'olfaction. D'autres effets clairs sur les zones de cerveau, à part les mémoires, les zones de mémoire, et en regardant les changements dans la fonction cognitive par rapport avant et après l'infection, on voit une différence dans les fonctions exécutives supérieures assez tôt après l'infection. Ça serait intéressant de voir les effets à longue durée. À peu près 800 groupes de recherche autour du monde ont utilisé les données du biobank avec 200 papiers plus ou moins en sortie sur COVID-19 avec la recherche du biobank COVID parce que ça a été disponible tout de suite à des fins de recherche. Comment est-ce qu'on peut utiliser UK Biobank afin de regarder les séquelles? On a trouvé à travers du dépistage quels individus ont été infectés. Donc, 200 000 des participants ont donné leur accord de faire un natural flow test et ceux qui ont été vaccinés avant l'infection. Et à peu près, ça va être téléchargé en janvier pour permettre les gens à regarder là où une infection antérieure est associée avec des maladies à long terme. On voit des augmentations importantes au cours des derniers 5 ans. En conclusion, ce qui me semble spécial sur Biobank, UK Biobank, c'est la combinaison d'être prospectif, très détaillé et de plus en plus détaillé, très grand, et cette combinaison le rend utile pour toutes sortes de recherches. Merci beaucoup. Wow! Rory, merci beaucoup. On pourrait être jaloux, mais on ne peut pas l'être parce qu'on ne peut être que reconnaissant. Vous partagez cela avec le monde entier. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il y a des questions, à moins que je peux prendre le privilège de modérer cette séance. Comment vous faites afin de garder vos participants engagés et impliqués dans la continuité d'obtenir des données? Oui, il y a une variation quand même, hein. Certains sont très responsifs, d'autres moins. Ça rend compliqué l'interprétation des données, car on peut avoir de différents types de personnes qui répondent à prendre partie dans des études supplémentaires. Je crois qu'un côté positif, il y a très peu de participants qui ont été retirés de l'étude, à peu près 1000 de la moitié à demi-million ont été retirés et la raison pour ça, c'est tout de suite après avoir rejoint, ils ont passé la visite et puis ils ont décidé que ce n'était pas pour eux. On a vu quelques pics comme des questions aux données sur l'accès aux données de soins primaires qui ont sorti dans les médias, pas en relation avec le biobank, mais par rapport au le service de santé de NHS. La communication, je crois, a été très bonne. Nous expliquons ce qu'on fait aux gens et pourquoi on le fait. Par exemple, pourquoi c'est une bonne chose que l'industrie soutient le séquençage génomique, ce qui sont les contrôles sur les données, quelle est la valeur à la recherche en général et cet investissement-là. Et la réponse à ça a été assez positive, à mon avis. Merci, Robbie. Question de Guillaume Dorc de McGill. Je suis en train de le lire. Merci pour la présentation et les ressources incroyables.
C'est le plus grand défi à l'infrastructure afin d'aider l'obtention des données pour faire des... L'interprète ne peut pas voir la question, malheureusement, sur Slido, il y a un délai. L'une des choses qui va faire une grande différence, c'est que peut-être le projet de séquençage de génome complet, la confiance, le Trust a contribué à une bourse pour mettre en place une plateforme d'analyse de recherche. Comme les données sont devenues tellement grandes, c'est devenu un facteur limitant. L'idée, c'était d'avoir une plateforme qui permettait les chercheurs d'entrer là-dedans et travailler là-dessus, sur les données de notre propre zone de concentration. La plateforme a été construite en parallèle avec le séquençage. Nous avons maintenant différents types de chercheurs qui nous aident de soutenir leur recherche, mais aussi de reconnaître plus que ça utilise, plus que le développement sera nécessaire. Et comme partie de cela, la plateforme a été DNX Access pour nous, les développeurs, mais Amazon avait offert un demi-million de dollars pour la computation aux chercheurs dans les pays développants chaque année. Donc, notre espoir, c'est que ça va démocratiser l'accès à la recherche parce qu'on n'a pas besoin d'un grand ordinateur afin d'utiliser le UK Biobank des données. Vous allez vous rendre sur le site et obtenir les données dont vous voulez. Et vous allez pouvoir faire ainsi gratuitement. Merci beaucoup. D'autres questions? Je n'en vois pas. Si vous pouvez rester, Rory, avec nous. J'avance à notre deuxième présentation. Dr. Knoppers, c'est un privilège d'avoir Martha qui présente aujourd'hui. Elle est professeure qui tient dans le droit et la médecine. Elle est directrice du Centre de General Policy ici à la Faculté de médecine à McGill. Nous sommes très reconnaissants d'avoir Martha pour présenter. Merci Vincent et bonjour à tous. Je dois dire, après d'écouter Rory Collins ce matin et maintenant, juste maintenant Rory et Dr. Ball ce matin, je suis jalouse des pays qui ont un système de santé central, qui rendent une approche systémique à la collecte de données et l'accès et de partage de données tellement, ça le rend beaucoup plus facile parce que vous allez voir que j'ai changé le titre de la politique et les données dans l'ère de COVID, tout simplement dans la policy data, politique des données. Ce sont prochaine, non, en arrière, non, en arrière. Il doit y avoir une table de matière. Bon, il n'y a pas de table de matière. C'est bon. Je déclare mon biais. Je commence par ce que je crois dont on a besoin maintenant et dans l'avenir, c'est de mettre l'accent sur les discussions, sur les pandémies, le COVID et sur les droits humains, les droits de la personne au niveau de l'intérêt de la population et qu'on doit s'éloigner du norme juridique et dualisme. Prochain diapo. Afin de ce faire, je tourne vers, on trouve l'inspiration, c'est dans la Déclaration sur le droit de l'homme, le droit de la personne internationale de l'année 1948. Cette déclaration a mené vers beaucoup de choses. Je n'ai mentionné que deux. C'est le Covenant sur la politique, les droits politiques et civils et le Covenant international sur les droits culturels, sociaux et économiques.
pouvez compter sur les droits de l'être humain trouvés afin d'être interprétés ensemble pour renforcer les uns les autres, afin que tous est basé sur la dignité de l'être humain. Prochaine diapo. En contraste aux normes juridiques et éthiques, ce ne sont pas spécifiques socioculturellement, ce sont universels. On ne rentre pas dans les arguments normaux sur l'éthique de l'Occident ou en Asie. Vous pouvez avoir une discussion sur un champ équilibré sur les droits de l'être humain et comment on peut le développer, surtout sur l'accès et la collecte de données. Non pas des discussions légaux, juridiques et éthiques. Et plus importantement, ça impose des responsabilités sur les gouvernements et les acteurs privés. Vous pouvez demander à votre pays pourquoi vous n'avez-vous pas prospecté comme de cette façon-là? Pourquoi est-ce que vous ne remplissez pas ce droit-là? Prochaine diapo. Donc, le droit à l'être humain à la science, qui était dans le Covenant de 66, a pris la déclaration, article 27, l'a mis dans un Covenant. Et c'est le droit de profiter des bénéfices de la plus progrès scientifique et ses applications. Tout le monde a ce droit. Ça veut dire que tout le monde, c'est un droit universel. Vous allez prendre note, par contre, que tout le monde a le droit de bénéficier des intérêts moraux et matériels de ce qui est résultat de ce qui s'appelle le droit de l'attribution, afin de bénéficier de, c'est dans le même article que le droit de l'attribution, afin de reconnaître l'invention pour votre idée, pour votre originalité. Et ces droits, parce qu'ils sont signés et ratifiés comme des instruments légaux, il y a des centaines de pays qui ont signé ce covenant, peut être uniquement limité par la loi et uniquement que ce soit dans la façon de promouvoir le bien-être général d'une société. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas libre. Prochaine diapo. Bien évidemment, le droit à la science est aussi lié avec le droit à la santé. Il n'y a pas un droit à la santé en tant que tel, mais au niveau le plus élevé de la santé. Mais les États ont une responsabilité de rendre accessible à toute personne sans discrimination tous les meilleurs progrès et applications scientifiques. Prochaine diapo. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'ère génomique? Bon, les premières théories de la justice, c'est presque de Human Genome Project, et peut-être avant, se concentre sur les inégalités de la révolution génétique. Ça peut exacerber les discriminations, les handicaps, l'injustice, l'inégalité des genres, etc. Sur la révolution ou changer des risques. Cet auteur, donc, dit pourquoi est-ce qu'on ne peut pas développer justice qui va au-delà des droits individuels, de qualité et des aspects sociaux, etc., blablabla, bla, bla, au bénéfice de santé et je pourrais mettre probablement des causes évolutionnaires du COVID-19. Prochaine diapo. Pour finir cette première partie sur le droit de la personne, l'une des premières choses qu'on a notées au début de la pandémie, c'était depuis le début de Human Genome Project et aussi les soins cliniques ont été empêchés à ne pas poser des questions sur l'ethnicité, même si c'était auto-enregistré parce que ça pourrait être stigmatisant. Et comme résultat, les ensembles de données que nous avons, on ignore si dans ce sens-là, ça représente vraiment l'hétérogénéité des populations.
Alors, cela a définitivement été une des premières choses qui a été, qu'on a remédié, qu'on a rassemblé des données sur les patients de la COVID, de comprendre la résistance, la susceptibilité et les traitements cibles et les stratégies de prévention en fonction de cela. Là, la dernière diapo dans cette première partie sur les droits de la personne, comme cela relatif à la COVID-19 et aux pandémies de façon générale. Il s'agissait d'une étude que j'ai faite avec le professeur Utovic à Cambridge. On a regardé tous les rapports que le pays avait publiés avec l'ONU ou comment on interprétait l'article 15 et le droit d'en tirer parti. Notre conclusion, c'était beaucoup d'ententes grandissantes que cela comprend dans son contenu essentiel le droit d'accéder aux renseignements scientifiques, y compris les données et les publications scientifiques, afin que ce soit permis par les États, plutôt que de bloquer et d'adopter des mesures protectionnistes, que l'accès aux renseignements scientifiques doit être permis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les approches internationales qui se sont présentées dans les derniers 2 ans sont une réflexion, le droit à la science, le droit d'en tirer parti, l'obligation de partager en vertu pendant la pandémie de la COVID. Ce matin, on a entendu parler de différentes initiatives et ainsi de suite. Je dois vous dire, c'est pas lisible. Ça démontre que le Canada a été lent à agir afin de soumettre des soumissions au G7. C'était une initiative notée ce matin. Comment les données sont traitées, protégées, comment elles sont partagées, ça affecte notre capacité de participer aux initiatives internationales qui visent à traiter de la COVID-19. On a vu qu'il y avait un tas de Gabi les a mentionné ce matin aussi, des documents et des énoncés de la part de l'OMS, UNESCO, de la part des Nations Unies sur si le suivi des contacts, des confinements obligatoires, c'était des atteintes aux droits de la personne. Comment équilibrer les droits civils comparé aux besoins de protéger tout le monde dans une population, dans le sens de la population, lors d'une pandémie. Et les atteintes que l'on voit en bas de la diapo, cet énoncé a soulevé la notion qu'il pourrait avoir dérogation, sujet à deux principes, celui de la nécessité et de la proportionnalité. La mesure devait être proportionnelle à la gravité du besoin dans une société donnée. Alors, bien qu'il y avait des énoncés sur la solidarité et l'équité, ça soulevait des enjeux qui, en principe, ne sont pas retrouvés dans beaucoup de discours. Là, ça s'est présenté et ça fait figure de proue. Au niveau des données, le rapport d'avril 2021 était fort révélateur. Une année après l'OMS qu'elle a annoncé la pandémie à l'international, le rapport a conclu c'est des académies de la médecine de l'Europe et des conseils constatés des sciences que la pandémie indiquait qu'il est nécessaire d'avoir de la collaboration internationale et de recherche et que ça devrait être un stimulus pour les collectivités de recherche et des politiques. On doit réexaminer si les normes actuelles au niveau de la gouvernance des données sont suffisantes afin de tirer le mieux parti des données personnelles pour la recherche en matière de santé publique, en matière de santé publique et des actions dans un monde très incertain et en pleine évolution. Ce qu'on a bâti, c'est bon pour la protection de la santé, mais pas pour la protection de la santé publique. Alors, les approches domestiques, je me concentre sur le Canada, je me parle un peu comme la docteure Rahab qui disait ce matin, les exemples que je vais présenter de ce qu'on fait au Canada, je vais devoir
rentrer dans un programme de réadaptation de la COVID. C'est une expérience tout à fait incroyable. Alors, la prochaine diapo. Alors, c'est le premier rapport qui a été publié il y a presque 6 semaines après la déclaration de la pandémie par l'OMS. Et c'est de la Société, l'Institut canadien pour les recherches avancées. CIFAR a conclu, surtout en se ciblant sur les applications de suivi des contacts qu'on suggère immédiatement comme une façon de suivre tout le monde, compter tout le monde, savoir où, quand, quoi, et ainsi de suite. Et ici, on était focalisé, comme vous pouvez le voir, c'est une emphase bon, et la vie privée dans tout ça. Et certains États qui sont plus centralisés ont connu du succès avec les applications, notamment le Singapour. D'autres ont trouvé que dans leur société, que des applis ne sera pas acceptable. Prochaine diapo. Alors, ça, c'est le groupe de travail sur les vaccins de la COVID-19 canadien. C'est ça le groupe de travail qui m'a frappé. C'était une expérience d'apprentissage. Moi, je ne connaissais rien sur la biofabrication. Je ne connais rien sur l'approvisionnement de vaccins à l'échelle de tout un pays qui commande des vaccins. Et lesquels commander, on ne savait pas lesquels qui seraient approuvés, lesquels seraient prêts, et ainsi de suite. Mais sur le plan des données, il y avait également des enjeux associés à la nature propriétaire de ces vaccins-là. Et comment respecter la propriété intellectuelle tout en ayant une approche de santé publique qui sera abordable, accessible et, comme on l'a entendu ce matin, accessible partout dans le monde. Alors, c'est un comité bénévole de style militaire, finalement, comme disait John Bell, mais des bénévoles qui travaillaient dans toutes les heures de la journée, à tous les jours, sur ce groupe de travail. C'est intéressant du point de vue de déontologie. Être expert sur quelqu'un, un ancien directeur, disons, une compagnie de biofabrication, une installation, un expert à l'université qui reçoit de l'argent pour étudier maladie X ou vaccin X, ça semble qu'on nous met dans une situation de conflit d'intérêts. Au moins, il y a une perception de cela. Ça se présentait souvent. Si on ne peut pas avoir les experts parce qu'ils savent quelque chose, puis ont été quelque part pour acquérir ces connaissances-là, comment est-ce qu'on va créer? On appelait ça un groupe de pointe sur les enjeux. Alors, la société n'a pas juste publié de bons rapports pour guider les provinces et le gouvernement fédéral au niveau de leur prise de décision pour comment ils ont abordé ça. On a vu ce matin dans la présentation, ils ont également publié, j'ai fait partie de celui-ci, une série de discussions en panel organisées par le Globe and Mail. On a pu parler aux citoyens. On a pu aborder des questions comme la désinformation. C'est quoi des vraies données? Est-ce qu'on en a? Si on n'en a pas, pourquoi pas? Alors, et bien sûr, comme Steve vient de nous montrer, il y avait tout un problème, même si l'épidémie SARS aura dû nous montrer le besoin qu'on soit bien organisé pour la collecte de données. Alors, le bureau du conseiller scientifique en chef du Canada, le bureau de Mona, fait des études sur les passeports vaccinaux, les certificats vaccinaux. Les enjeux associés aux données sont présentés. Tout d'abord, l'interopérabilité. Est-ce qu'un certificat en Ontario, est-ce que ce sera valide? Est-ce que ça a la même valeur scientifique? Est-ce que ça considère les mêmes données qu'un certificat du Québec? Si on veut aller à un autre pays, est-ce que c'est acceptable? Parce que est-ce que ça contient ce dont on a besoin de savoir sur le plan de la vaccination de la personne, quand et avec quel vaccin? Voilà, ça soulève des questions de vie privée, de pouvoir suivre, faire le suivi des gens. C'est produit en Ontario. Le jour où
où le certificat vaccinal a été publié, quelqu'un a pu accéder au code QR de plusieurs politiciens. C'est toujours en cours, mais on est censé avoir un rapport. C'est le Conseil d'experts consultatifs pour le partage des données en matière de santé. C'était tout à fait un groupe ambitieux qui travaille fort. Et une des découvertes qu'on a fait au tout début, je regardais la diapo de Rory où les données primaires des médecins, c'était en vertu des pouvoirs d'urgence. Il n'y a personne qui a essayé de ça au Canada. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas utiliser des pouvoirs d'urgence. Il y a beaucoup d'agences de santé publique de provinciales et de celles fédérales ont des pouvoirs d'urgence et des mesures et peuvent, et du point de vue juridique, ils sont autonomisés de faire la surveillance, comme cela est défini selon leur mandat. L'accès aux données cliniques primaires est très difficile, pas uniquement parce que c'est fragmenté, comme on l'a entendu ce matin, mais également parce que ceux qui gardent les données, les gardiens des données sont les contrôleurs des données, un peu les contrôleurs des données, comme on voit en Europe, protègent leurs données. Alors, ce n'est pas des intendants des données, mais ils protègent la vie privée contre un besoin en matière de santé de cette personne en tant que citoyen dans la société. Alors, il va y avoir des stratégies très intéressantes et des suggestions, probablement avant Noël, qui s'en viennent pour un nouveau fondement pour la santé publique canadienne et les données à cet égard. On a vu dans la présentation de Steve que CanCoGen a une initiative virale et de génome des autres. C'est des données qui sont perçues comme étant désidentifiées. On pensera que aux provinces, il y aura collaboration, le partage. Mais ça a pris longtemps pour bouger et encourager, pas une coercition, mais d'encourager les instances de santé publique de partager des données et de créer cette portail d'accès ouvert. Mais ça fonctionne bien et on espère que ça contribue au niveau international. Prochaine diapo. Et Steve a parlé de Hoxic. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on doit combiner des données génomiques et des données cliniques. Et c'est là où on tombe dans le volet de la recherche. Et là, quand on tombe dans le volet de la recherche, on rentre dans les instances où il y a des soins médicaux, où toute recherche doit être approuvée par un RVP. Et Steve vous a décrit tous les éléments au niveau du formulaire de consentement, ce que ça devrait contenir. On n'avait pas le consentement présumé tel comme il est connu au Royaume-Uni. On a pu le faire et ça commence, mais c'est compliqué. Prochaine diapo. C'est compliqué quand on utilise des données des chercheurs ou dont les projets de recherche sont soit en cours et ils veulent ajouter la COVID à leur projet de recherche, ou ils sont dans un secteur qui n'est pas uniquement spécifique à la COVID, mais en fait, ils veulent créer une étude de nouveau dans leur secteur, puis ils veulent ajouter la COVID de façon prospective, finalement, plutôt que rétroactive. Ça a été fait rapidement pour le Québec pour étudier quels sont les éléments minimaux dont on aurait besoin pour BioBec, pour une biobanque, et dans ce consentement, mentionner l'info nuagique, mentionner le séquençage, mentionner qu'on va rentrer dans les données administratives de santé, que ce sera partagé à l'international. Oui, les entreprises s'en serviront, on l'espère, pour développer des vaccins, et ainsi de suite. Et c'est par l'entremise des comités de déontologie, mais dans cette situation d'urgence, il y avait beaucoup de collaboration et beaucoup de coopération. Prochaine diapo. Alors, pour conclure, quelles sont les leçons tirées? Prochaine diapo. Bon,
il faut qu'on s'écarte de nos autonomies personnelles, notre vie privée, le modèle des données de la vie privée quand on parle de pandémie COVID et les maladies infectieuses. L'emphase que la commission de déontologie de l'UNESCO appelle pour faire appel à l'équité et à la solidarité, c'est au niveau de la disponibilité des vaccins, plutôt que de rentrer dans les détails de collectionner, utiliser et de partager les données. Mais ils ont mentionné que la disponibilité des vaccins, oui, c'est une reconnaissance du besoin public et du niveau à l'échelle de la population, sinon universel, des pandémies. Mais ça dit en bas, dans le troisième point, afin qu'il y ait une véritable équité dans l'accès mondial aux vaccins, il faut une reconnaissance partagée déontologique de la santé comme un bien commun mondial, plutôt qu'un droit personnel. Et dans ce sens-là, la santé, c'est pas juste toi, c'est que toi comme citoyen et citoyen mondial, le système mondial où la santé est un bien commun mondial, sans qu'il y ait une limite territoriale. Pour faire cela, il faudrait des instruments mondiaux juridiques pour des ententes économiques. Alors, il y a un appel, rien de moins qu'une réinitialisation de niveau d'état d'être prêt au niveau de la santé mondiale pour empêcher que ces crises semblables se produisent à l'avenir. Des instruments mondiaux, c'est immense. On voit à gauche les incitatifs et les avantages. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail. C'est pour le traité international pour les pandémies. Pourquoi voudrait-on un traité en matière de pandémie? Un traité en matière de pandémie, quand j'ai parlé de la Convention, ça oblige les États d'être redevables et de devoir prendre des actions. C'est des droits sur lesquels ils doivent agir et ils doivent émettre des rapports. Par exemple, l'obligation de partager des données virales, l'obligation de renforcer le droit de tout le monde de bénéficier des progrès scientifiques, l'obligation à la coopération. Et dans un encadrement des droits de la personne qui est ciblé sur la pandémie, qui nous aidera immédiatement d'avoir le forum et la focalisation et le fondement pour faire un meilleur travail à l'international, non seulement d'être préparé, mais de vraiment bien aborder la prochaine pandémie. Par contre, ça prend longtemps, tout ça. C'est négocié, et là, afin que les États signent et ratifient, ça prend encore plus longtemps. On ne peut pas attendre. Je pense qu'on devra commencer. J'ai espoir que dans les 2 prochaines semaines, lors des pourparlers à Genève, que ça va être présenté comme une approche faisable et viable. Mais entre-temps, pourquoi ne pas considérer les règlements au niveau de la santé de l'OMS à l'international et où pourrions-nous ajouter d'autres obligations sur les États? Où pourrions-nous ajouter d'autres pouvoirs en vertu de l'OMS? Comment pourrions-nous financer afin que l'OMS renforce les règlements sanitaires internationaux pour englober et inclure la préparation aux pandémies? Ce n'est pas dans la diapo, mais il y a une autre recommandation de l'UNESCO. Vous en entendez parler dans environ 10 jours, qui va être adoptée sur une recommandation sur la science ouverte. Avec l'adoption de cette recommandation de la science ouverte, ça ouvre la voie vers le renforcement des obligations sanitaires internationales, en fait, cette discussion-là, et peut-être un nouveau traité en vertu des pandémies. Alors, pour conclure, on doit passer d'être focalisé, d'éviter les risques à la vie privée et la protection des données vers la protection des occasions par l'entremise de meilleures sciences et des sciences des données plus accessibles. Pas juste prévenir, mais protéger la santé de tout le monde, tous les citoyens et le droit de tirer parti de la science. Merci.
Merci bien, Bota. En vous écoutant, je suis toujours impressionné. C'est pas une vue d'hélicoptère, c'est une vue de la station spatiale. Et là, vous pouvez vraiment vous approfondir des questions spécifiques. Alors, merci bien. Je suis sûr qu'il y a des questions. Veuillez bien vouloir me les envoyer. Euh, euh, Rory, restez un peu. Il y a des questions. Bota, il y a des questions en partant. Est-ce qu'il y a des questions pour Bota en partant? Alors, je peux commencer. Combien de résonance avez-vous avec d'autres pays? Nous connaissons tous les mêmes défis. Êtes-vous en synchronisation avec les autres? Quels sont les pays qui ont porté le plus grand impact, qui ont arrivé à le mieux comprendre ces défis? Ça, c'est une question chargée, socioculturelle. Évidemment, nous avons déjà des institutions internationales, l'OMS et l'UNESCO, qui ont déjà un état d'esprit. Ce qui est difficile que les gens arrivent difficilement à comprendre, c'est que cette pandémie-là, on a comparé plutôt en 2020 à la grippe espagnole. Ah, ça c'est parti et tout est revenu à la normale. Je pense de plus en plus les pays, quand on les voit revenir au confinement, revenir à d'autres limites sur le comportement et les libertés de leurs citoyens, les gens commencent à se rendre compte que ça ne va pas partir. On a besoin de nouvelles ententes, une nouvelle façon de concevoir en tant que citoyen. Et vous allez le voir dans des pays sociodémocrates, évidemment dans les pays avec des régimes où l'État a toujours décidé ce que vous pourriez faire, ce que vous ne pourriez pas faire. De rassembler ces deux mondes-là, liberté, les cultures de liberté et d'autonomie avec leurs propres lois et leur approche pour aborder des pandémies au modèle plus, les pays les plus autoritaires qui prennent pour acquis ce qu'on peut dire aux citoyens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ce n'est pas facile. On doit utiliser les forats internationaux. Ce n'est pas un seul pays qui est vraiment un exemple des plus brillants au niveau des politiques en matière d'accès aux données et de partage des données sur lesquelles on pourra baser nos modèles. On doit utiliser nos pouvoirs, nos instances internationales pour le faire. Ça, c'est fort utile, Martha. Merci. Si ça ne vous gêne pas, je vais poser la question de Mark. Je suis en train de lire la question que Mark pose. Il pose la question à Rory. De mon travail, pourriez-vous faire un commentaire sur comment vous et UK Biobank simulent des études ailleurs, Mexique, en Chine et d'autres, le Royaume-Uni, par exemple, le futur pour la santé? Comment est-ce que les pays comme le Canada, comment est-ce qu'on peut faire avancer nos efforts à cet égard? Ben, je pense que ce que j'ai aimé de travailler les derniers 15 ans avec le UK Biobank, c'est le privilège d'élaborer une ressource qui est accessible à de nombreux chercheurs. Même si on me décrit comme le chercheur principal, mais j'ai fait moins de recherches sur le UK Biobank que moins de personnes. C'est comme c'est des problèmes qui sont pertinents au monde. Alors, on doit élaborer des ressources qui sont avantageuses mondialement. Alors, on a travaillé avec l'Académie des sciences de la Chine pour établir la biobanque en Chine, au Mexique aussi, avec le ministère de la Santé, avec 150 000 personnes là-bas. Et vous allez entendre parler aussi des cas en Afrique, des gens comme Charles Rotimi et Alan Truff considèrent comment établir des cohortes en Afrique. On doit, il me semble, reconnaître la taille nécessaire de ces études-là. Les gens me demandent pourquoi est-ce que c'est un demi-million de personnes, la biobanque, parce qu'il n'y a pas assez de financement pour les millions. On doit vraiment des millions de gens dans différentes populations
avec différentes expositions à différents taux de maladie afin qu'on puisse être bien placé pour comprendre toute la vaste gamme, la gamme complète des expositions de maladies à plusieurs différentes maladies. C'est comme on disait au niveau de la COVID-19. La UK Biobank était en place. Le Royaume-Uni, les autorités du Royaume-Uni ont agi rapidement, vraiment, pour l'approbation et l'accès aux données afin que ça puisse être utilisé par les chercheurs partout. Et ça aide à démontrer c'est la valeur de la donnée, des données. Et c'est comme Martha disait, une approche trop protectionniste au niveau des données plutôt que de penser aux pertes, de ne pas pouvoir utiliser les données. On était beaucoup focalisé sur la perte de ne pas s'en servir. Ce qu'on a trouvé avec la COVID-19, surtout avec les données sur les soins primaires, où ça fait 10 ans qu'on ne peut pas y avoir accès, c'est à quel point ces données-là ont été valables pour la recherche en matière de COVID-19 et le niveau de risque, le faible niveau de risque de faire qu'ils soient disponibles. Et ce que j'espère, c'est que cela va aider à faire une remise dans l'État, de rétablir l'équilibre afin qu'on songe davantage à la santé publique, les impacts sur la santé publique, d'empêcher l'accès aux données et d'empêcher des recherches importantes. J'espère que la UK Biobank va aider à cet égard aussi au niveau de comment on établit les cohortes ailleurs. On doit se rappeler que plus de gens sont morts de maladies cardiovasculaires que de la COVID-19. Le tabagisme a tué plus de monde que la maladie de SRAS. Or, il y a des pandémies de plusieurs différents types de maladies. C'est seulement les impacts sociaux et économiques de la COVID-19 qui a fait que les gens le reconnaissent différemment. Mais on doit apprendre et appliquer ces apprentissages-là à toutes les maladies qui tuent les gens de façon prémature ou qui les placent dans une situation d'invalidité de façon prémature. Le message très important d'équilibrer ses priorités, c'est très important. Merci, Rory. Martha, j'ai un commentaire de Martha Krogel que je vais vous lire. Merci, Martha. Merci, Martha. J'ai demandé, je me pose des questions sur les droits des personnes, la COVID, alors que les gouvernements ont fait pris des décisions au niveau de l'éducation. Ah oui, les droits des enfants, jusqu'à ce que l'on se rend compte que peut-être que la pandémie, que le traitement et les vaccins devraient inclure les enfants. Ils étaient non seulement touchés, mais également des vecteurs dans les écoles et les parents. Ici, dans mon propre centre, il y avait plus de journées où les gens rataient des journées de travail en raison des enfants dans les écoles que la communication de propagation de COVID-19 entre les personnels. Les enfants ont droit à la protection de leur santé actuelle et future. Au niveau des règles de l'autorité parentale ne s'appliquera pas. Ils ont leurs propres droits, leurs propres conventions. Comme vous savez, le droit des enfants, c'est l'article 24. Et ça parle du droit de l'enfant au taux le plus élevé atteignable et inclut la prévention, pas juste le traitement, comme quelqu'un qui préconisait les droits des enfants. On était lent de faire la promotion des droits des enfants en ce moment de la COVID. Merci, Bartha. Je sais qu'il y a une question sur comment on s'engage auprès des collectivités autochtones au niveau des recherches sur la COVID. Est-ce que l'un d'entre vous, Martha, voudrez-vous vous avancer sur cette question? Il y a en définitive certainement du travail, surtout ici au Canada, avec nos Premières Nations, les peuples des Premières Nations et Métis, ne pas seulement fournir des vaccins, mais également d'obtenir les données nécessaires afin de comprendre
les différents taux ou les morbidités et les facteurs de mortalité, de morbidité avec la COVID-19 à cause de la souveraineté des Premières Nations et des Métis, les décisions de faire quelque chose et d'accéder à des données et de pouvoir accéder à cela, aux données ou les partager, c'est entre leurs mains au niveau des décisions. Une fois qu'on s'engage auprès d'eux, ils doivent prendre des décisions eux-mêmes fondées sur leur propre base socioculturelle. Merci, j'adorerais rester encore une heure. Ce sont des bonnes questions. Malheureusement, on doit finir cette conversation en tant que modérateur. Ça a été un grand privilège pour moi. Je voulais juste vous remercier les deux, encore une fois, et merci au public pour vos questions. Merci.